Salut à vous, petite et grosse tentacule. Aujourd'hui, émission spéciale du dimanche où on parle de fondu au noir, les gens qui sont derrière l'arbre au cœur, le vent sur la frontière et le futur qui est en cours de financement, l'île aux fleurs. Donc après, il y a une interview d'Emeric. Et puis moi, j'ai que l'arbre au cœur, donc il a été sympa. Il m'a envoyé le PDF du vent sur la frontière pour que je puisse en parler. D'ailleurs, il était très sympa parce qu'en fait, il m'envoie aussi le vrai vent sur la frontière comme ça, là, rien que pour mon plaisir, parce que voilà. Donc merci Émeric. Et puis surtout, à la toute base, on voulait faire surtout une présentation, que moi je fasse la présentation de l'arbre au cœur et puis du vent en première partie. Et puis après une petite interview, on s'était dit genre 10-15 minutes. Il est déjà passé, c'est sur Ta mère le hacker lundi. Et puis en fait non, hein, l'interview forcément elle a débordé, donc c'est une interview de presque une demi-heure où on prend plaisir à discuter et où qui plus est, on a fait quand même attention de ne pas faire trop de répétitions de ce qu'on a vu, parce qu'on a entendu lundi chez Ta mère le hacker. Donc du coup, je vais vous faire quand même une petite présentation de l'arbre au cœur et du vent sur la frontière avant de laisser la parole à Émeric. Sachant que, bon alors j'ai lu Le vent sur la frontière hier soir et j'ai relu l'arbre au cœur ce matin, et j'étais un peu embêté, de toute façon toujours la difficile question du spoil. C'est d'autant plus vrai parce qu'en fait on n'est pas face à des scénars typiques DD, au sens c'est quand même d'immenses bacs à sable. Je trouve que c'est vraiment une des particularités pour l'instant des deux scénars qui nous ont sortis. On est sur du bac à sable. L'arbre au cœur, petit bac à sable. Le vent sur la frontière, gros bac à sable. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à en dire? Oui, alors l'arbre au cœur, c'est du, alors de mémoire, c'est stupide, autant le regarder, voilà. 27 pages, 10 boules, le vent sur la frontière, 37 pages, alors sur les 37, c'est 40, mais je vire les remerciements et puis les OGL pour 12 boules. Et puis ça vous comble hein, une bonne, voire deux soirées. Le vent sur la frontière, il y a vraiment moyen de le rallonger parce que je vais commencer par lui. Hop, allons dans les ordres. Parce que c'est un immense bac à sable avec PNJ. Il n'y a pas un seul personnage tout blanc ou tout noir. Tout le monde a ses motivations. Bon, il y en a un petit peu plus noir que les autres quand même. Mais tout le monde a ses motivations. Personne n'est absolument parfait. Donc j'ai bien accroché sur le vent sur la frontière, même si on va mettre quelques tout petits bémols par rapport à deux trois particularités. Déjà ouais, il est pas pour joueurs débutants. Enfin, tu peux ne pas être un joueur confirmé, mais c'est pas une partie d'initiation. Et puis alors c'est pour MJ qui a un peu de bouteille quand même parce que le MJ va avoir quand même beaucoup à jongler, beaucoup à faire, beaucoup à être dans l'impro parce que c'est une particularité des deux scénars hein, et je pense que c'est comme ça en fait qu'ils écrivent. On n'est pas sur il n'y a pas de solution parfaite qui est proposée, il n'y a pas de fil rouge. À chaque fois, on est vraiment sur des zones qui ont leur mystère, qui ont leur secret, qui sont à explorer. Donc dans l'arbre cœur, c'est un peu plus simple parce qu'il y a moins de protagonistes, même si on est du coup là, on est sur vos aventuriers, ils arrivent et ils découvrent une situation et il y a anguille sous roche, il y a des problèmes. C'est un point qui est, je trouve, mieux fait dans Le vent sur la frontière, au sens, une des faiblesses de l'arbre cœur, c'est que si vous avez des joueurs qui sont un peu du type survivaliste, ils vont vite se dire, j'ai pas de carottes et ça pue la merde ici, je vais vite me casser. Mais à tel point que c'est même une des solutions abordées quand voilà à la fin de l'arbre cœur ils se disent bon ça peut aller par là, par là, par là. Et c'est clairement écrit, ouais, il y a peut-être que les personnages vont se dire, ça pue trop du cul, on peut rien y faire, on se barre. Et voilà, donc s'ils font ça au bout de toute ta partie en disant, ah, c'est vraiment trop compliqué, on va laisser notre peau pour rien. Bon, t'as joué le scénar, ils ont choisi de l'acheter, mais c'est une vraie solution du truc. C'est le tout petit, c'est le tout petit défaut, c'est cette accroche du genre, ça manque un peu de carotte. Et ça, ils ont vraiment réglé la question dans le vent sur la frontière parce que on a les motivations générales, mais en plus, c'est ce que j'ai trouvé très très bon. On a des petits trucs historiques à donner en fait à chaque joueur pour qu'ils aient leur propre voilà, ils aient leur propre motivation et leur propre objectif dans tout ce bazar. Quand je dis que c'est une faiblesse, hein, le nombre de scénars qui sont basés sur vous jouez des aventuriers, donc normalement vous êtes aventureux. Le principe, c'est pas je suis aventurier, donc j'évite tous les dangers et tous les. Voilà. Mais bon, on en connaît, on a quelques spécialistes là-dessus. Donc voilà. Sinon, le défaut où je vais faire mon casse-pied, l'Arbroker, page 12, il y a une histoire de jet de sauvegarde de dextérité pour éviter du froid quand tu travailles sur une rivière gelée. Non, hop, j'ai sauvegarde de constitution, voyons. Et puis sur le vent sur la frontière, il y a un PNJ qui arrache l'œil d'un autre PNJ et qui se balade avec cet œil en collier.
Non, c'est difficile de faire du collier. Enfin, si c'est de l'œil de golem, c'est facile, mais quand c'est de l'œil d'humanoïde normal, voilà, l'œil, c'est un truc tout mou que c'est difficilement portable en collier. Moi, ça, c'est les seuls, voilà, les seuls points que j'ai réussi à trouver pour dire, ouais, je vais pinailler. Sinon, ouais, ça va vraiment être en fait pour les gens qui aiment les scénars non linéaires, qui sont, enfin, c'est littéralement que du bac à sable, hein. On n'a pas de solution pré-pensée pour vous, pré-proposée. C'est un peu plus simple. Enfin, l'arbre au cœur est un peu plus facile que le vent sur la frontière qui monte vraiment d'un cran sur ce côté plein de protagonistes différents, de possibilités différentes. Enfin, je pense deux parties de deux tables différentes sur le vent sur la frontière, ça sera radicalement pas pareil. Les joueurs, en fonction de leurs affinités, vont se dire ah non, mais on va plutôt soutenir tel groupe ou tel groupe ou tel groupe, sachant que personne n'est vraiment tout blanc. Par exemple, moi, dans mes factions préférées dans Le Vent sur la frontière, on a des anciens esclaves révoltés. Mais c'est pareil, t'as pas le panneau du genre c'est eux les gentils, faut les aider, parce que eux ils font aussi un petit peu du sale. Donc, puis c'est un peu des orques aussi. Ok, il y a des orques, ils ont des problèmes avec les orques. Donc, bah, ils ont le côté, voilà, ancien esclave en révolte, donc t'as envie de dire, capital sympathie. Mais d'autres, ils font deux, trois trucs où t'as envie de dire, mais capital, je vais vous latter la tronche, en fait. Vous êtes des problèmes ambulants. Retournez en esclavage, bande de casse-pieds. Voilà. Et c'est ça un peu pour tout le monde. Les gentils humains, on a un personnage qui a un chef humain de garde, en gros, mais du coup, il a un fauteuil roulant. Mais c'est pareil, il est pas que du tout blanc. Enfin, ouais, vraiment, ça, c'est le truc que j'ai bien apprécié dans Le Vent sur la frontière, c'est qu'en fait, en fonction de leurs affinités, et puis des persos qu'ils auront pris et des historiques qu'ils auront, vous allez avoir des parties qui peuvent vraiment partir dans tous les sens. Par exemple, il y a beaucoup de lieux, et on te le dit clairement, en fait, tu peux régler le scénar, enfin, voilà, vivre ce qu'il y a à vivre, voilà, sans avoir tout visité. Le but du jeu, c'est pas de tout visiter et de rencontrer tous les PNJ et de remplir toutes les cases de la quête. C'est pas du tout pensé comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est un immense coin où, ah oui, bon, on va parler de ça. De toute façon, c'est pas véritablement du spoil. L'autre problème du vent sur la frontière, c'est qu'on est dans un monde Medfan où la poudre existe. Voilà, la poudre à canon, la poudre à, on a déjà fait des pistolets et compagnie. Il y a un petit côté un peu steampunk, hein. On va avoir par exemple un PNJ qui aura une espèce de main robot magico-steampunk. Donc, par exemple, ça peut pas trop aller dans tous les univers de Medfan classiques. Mais et du coup, bon, cette histoire de poudre qui a été interdite, oui, il y a du trafic, c'est le gros fil rouge, c'est la grosse histoire de fond, même si dessus, en fait, c'est pas juste les factions qui s'engueulent pour, c'est pas bande de voleurs qui s'entretuent pour qui aura le contrôle de la poudre. Il y a vraiment plein de factions différentes avec des objectifs différents qui sont en fait qui ont à leur tête des PNJ différents qui ont leur propre but et leur propre motivation. Donc par rapport à ça, ça en fait vraiment un scénario riche, ça en fait un scénario pas pour MJ débutant. Voilà, il y a trop de PNJ, il y a trop de motivations diverses, il y a trop un exercice de jonglage dans comment vont réagir les joueurs par rapport à leur rencontre de tel PNJ, que du coup comment vont se positionner les autres. Donc c'est un scénario très riche à ce niveau-là. Moi je trouve que c'est un bel exemple de construction, mais du coup c'est pas voilà, ça a besoin d'un peu de travail et ça a besoin que le MJ sache jongler. C'est pas un scénario pour débutants. Voilà, les côtés joueurs, pourquoi pas, voilà, si tu t'es déjà initié au jeu de rôle avec un ou deux scénars faciles, t'arrives là-dedans, t'as ton premier vrai scénar bac à sable bordélique. Côté MJ, non, faut du MJ qui est de la bouteille. On est sur du truc quand même où il y a beaucoup de tenants et d'aboutissants. L'arbre cœur à ce niveau-là est quand même plus simple parce que l'arbre cœur, t'as un gros secret, un gros truc à découvrir, une grosse situation à comprendre. Euh, choisir son camp est beaucoup plus simple parce qu'en fait, quand tu as vraiment tous les éléments en clair, c'est ce qu'on a le courage de faire un truc. Ou est-ce que finalement on va se barrer en soum soum parce qu'on n'a pas grand chose à y gagner à part voilà, à part être des héros en fait, c'est quand même un peu censé être le projet quand tu joues à des D5. Mais ouais, il y aura pas de reconnaissance, amour, gloire et beauté ou de princesse qui va venir te faire des bisous, hein. Non non, c'est tu découvres un truc qui pue, qui peut encore plus dégénérer. Est-ce que vous êtes des vrais héros qui allez vous emparer du truc et régler la situation, qui est pas voilà, qui est pas simple. Mais là, il y a plus manière de trouver une vraie solution absolument satisfaisante. Il y a moyen de chercher un happy end à l'histoire. Voilà, un peu plus quand même. Même si c'est pas simple,
Il y a moyen dans l'art broker, je trouve, si les joueurs vraiment arrivent à trouver les bonnes infos, à bien identifier qui fait quoi, il y a moyen d'avoir un happy end. L'art broker aussi beaucoup plus simple à gérer pour les MJ, en sachant que certes, il y a pas mal de coins à explorer, et puis il y a de l'ambiance à mettre, mais on n'a pas 150 000 factions, on n'a pas 150 000 PNJ avec qui vous allez discuter. On a beaucoup de morts vivants, et donc niveau communication, c'est beaucoup plus fermé. Il y a beaucoup moins de social dans l'art broker. Alors que vraiment les interactions sociales, je trouve, bon, il peut avoir plein d'actions et puis de rocambolesques et puis d'épiques, hein. Mais le vent sur la frontière, son intérêt, c'est cette immense galerie de PNJ tout en gris. On n'est pas sur un truc du tout manichéen et on est vraiment sur des scénars où les joueurs vont avoir à construire leurs solutions. Et c'est un peu moins vrai pour l'art broker parce que tu identifies le problème et tu te dis bon, on est des gentils, lui c'est quand même plus ou moins gentil, tout cela c'est plus ou moins des méchants, là-bas on a un grand méchant, on va essayer de faire gagner plus ou moins les gentils. Vent sur la frontière déjà, qui c'est les gentils, qui c'est les méchants, ça va vraiment dépendre de comment vous allez présenter le truc à vos joueurs. Et c'est quoi les affinités des joueurs. Moi, on me vend très facilement les esclaves révoltés et tout. Ça met tout de suite des points de sympathie. J'ai envie de faire le Spartacus, mais même là, en fait, ouais, non. Moyen les gars, en fait. Moyen, calmez-vous, calmez-vous. Donc pourquoi pas soutenir les esclaves, mais on va peut-être aller défoncer la tête à la chef ou la faire, revoir un petit peu ses méthodes. Enfin, c'est intéressant. Je trouve le vent sur la frontière peut plus donner. Tu peux jouer largement plus d'une, deux, trois séances. Ça va vraiment dépendre de comment vous exploitez cet immense bazar, tout simplement. Est-ce qu'on peut même en faire un coin à vous pour oui, mais bon, une fois que vous aurez tout calmé, enfin, je veux dire, est-ce que ça peut être une base pour aventuriers une fois qu'ils ont tout calmé? Oui, mais du coup, il y aura moins d'intérêt. Donc c'est vraiment, oui, une zone à explorer, à comprendre, Ouais, ouais, je pense que ça se sent, hein, que j'ai vraiment plus accroché sur le vent sur la frontière. Mais ouais, je trouve, on est vraiment sur quelque chose qui est exploitable, mais qui est pas pour MJ débutant, en fait. C'est complexe, je vais me répéter, donc est-ce que je n'ai rien oublié? Voilà, donc hop, c'est pour amateurs de trucs qui ont en bac à sable, qu'il faut construire sa solution tout seul. C'est complètement pas du tout linéaire. Euh, Arbroker, plus à conseiller quand même si vous voulez faire une partie qui tient en une ou deux séances et que du coup, voilà, les joueurs ont une chance de trouver une solution totalement satisfaisante. Pas facile, mais ça existe. Je trouve que sur le vent, sur la frontière, à part avoir des joueurs qui sont vraiment à dire hop, non, en fait, on soutient telle personne, même si elle n'est pas parfaite, on le comprend, on est en accord avec lui, finalement, voilà, on a choisi un camp et puis on est content de ce camp. Même, même dans ces cas-là, en fait, les autres PNJ sont assez bien faits pour justement, en tant que MJ, voilà, tu fasses glisser un petit peu de doute dans tes joueurs. De toute façon, les historiques des personnages sont faits pour générer un petit peu de division. Les sous-objectifs des personnages vont pas forcément aller dans le même sens. Donc, il va falloir que tout le monde arrive à bien mettre du sien pour trouver une solution non parfaite, mais à peu près satisfaisante à tout le groupe. Et c'est ça le grand intérêt du vent sur la frontière, quand on n'est pas du tout sur un scénar type Wizard of the Coast TSR où voilà, on a identifié le vrai gros méchant, on va lui péter la gueule, l'histoire elle est finie. Non, en fait, il n'y a pas de vrai gros méchant. Il n'y a pas de boss de fin. Il n'y a pas de. Vous arrivez, vous mettez les pieds dans quelque chose qui est un peu à la Game of Thrones, et puis il va falloir prendre parti. Il va falloir vous mouiller un petit peu, et puis choisir la solution du moindre mal. Du coup, bon, on est plus sur une ambiance presque qui serait à la Witchertienne, là, sur ce concept de moindre mal, que sur un truc Donjons et Dragons. Voilà, on est les gentils, brillants de lumière, nous on se salit jamais les mains et on choisit le camp des loyaux bons et tout va être réglé pour le meilleur des mondes possible. Tête, 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 tête. T'as pas ça dans le sur la frontière. Tu peux avoir ça dans l'Arbroker. Voilà, sur ce, je laisse la parole à Emeric. Et puis, bonne découverte à tous, hein. Et si vous avez expérimenté les scénars, si vous les avez joués ou fait jouer, je vous en prie, hein, l'espace commentaire, il est là pour vos retours, hein. Les retours des joueurs, c'est important. Voilà, donc c'est votre espace de partage à vous. Vous gênez pas. Et puis, bon dimanche à tous, bonne semaine, jouez bien. Eh bien, bonjour Emeric. Est-ce que putain, Skype est tout le temps long à se lancer? Démarrage de voilà.
Bonjour Émeric, donc on t'accueille aujourd'hui parce que tu fais partie de Fondu au Noir, donc Émeric Cloche, dans l'équipe il y a aussi Caroline de Benedetti et Rakam Leroux, j'ai bien pris mes petites notes, pas dit de bêtises. C'est vous qui étiez derrière l'Arbre Cœur, que je connais, c'est vous qui étiez derrière j'allais dire le vent dans les saules, Non, le vent sur la frontière. le vent sur la frontière que je ne connais pas encore, à l'heure où on enregistre. Et puis, mais donc normalement que je présentais avant, putain, j'arrête de raconter n'importe quoi. Et puis, en fait, tu es là pour nous parler du troisième volet de ce, comment on dit, quadriptyque, tétralogie. Ah, ouais, quoi. Enfin, en vérité, ils sont tous indépendants les uns des autres, hein, mais ça doit être quadrilogie. Il y en a quatre. Il y en a un par saison, en fait. Hein. Donc, l'Arbre-Cœur, c'était l'automne. Le vent sur la frontière, l'hiver. L'île aux fleurs, ça va être le printemps. Et ensuite, on aura l'été avec les Sables rouges. Ah, vous avez déjà le nom. Ok. Oui, 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 oui. Il y a les Sables rouges pour l'été. Alors, il n'est pas encore, il faut qu'on le teste, il faut qu'on le rôde un petit peu, mais Et il est déjà écrit. non, il n'est pas écrit. Il est en partie écrit, mais j'ai encore quelques petits problèmes, des rouages qui ne fonctionnent pas très bien. Donc, il faut que je vais revoir ma copie et, et je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira, mais assez vite, je pense quand même. Ok. Et là, pour l'instant, donc, on en est à l'opus 3, le printemps, l'île aux fleurs. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Donc, l'île aux fleurs, c'est plutôt Casimir, c'est plutôt Nymphette dans les bois. De quoi ça parle? Alors, c'est plutôt. Casimir, c'est pas mal. Il y a un côté coloré chez Casimir qu'on va retrouver dans l'île aux fleurs sans aucun doute. Nymphette dans les bois, il y a un petit côté Nymphette dans les bois aussi, sans aucun doute. C'est une île paradisiaque avec des fleurs. C'est une île en fait, qui est séparée par une gorge. Il y a une gorge qui traverse le milieu de l'île. Et là, il y a des fleurs qui sont cultivées. Ce sont des fleurs qui sont très, très. Comment dire, très envié par le continent à côté. Donc, il y a un commerce de ces fleurs-là. L'île cultive ces fleurs et les envoie sur le vieux continent pour, voilà, pour faire un petit peu d'argent. Voilà ce que je peux dire. C'est un scénario qui, à partir de 14 ans, je pense, 14 ans et plus, voilà, on peut l'adapter pour des enfants, mais bon, le scénario est assez complexe. Le maître du jeu a quand même du travail à faire pour s'approprier l'histoire. Voilà, c'est pas un scénario extrêmement facile. Donc moi je dirais vers 14 ans. Et puis, il y a des thématiques qui sont un petit peu enfin, il faut être adolescent, je pense, pour pouvoir les appréhender. Donc voilà ce qu'on peut dire en gros sur ce scénario. Les joueurs, il faut qu'ils jouent leur première aventure. Hein, c'est mieux, c'est-à-dire pas les joueurs, le personnage. Le personnage doit jouer une première aventure, c'est bien mieux. C'est un scénario qui est difficile, un petit peu mortel, et qui n'est pas vraiment fait pour un personnage qui a vécu déjà plusieurs aventures. Vous risquez de le perdre, entre autres. Voilà. Du coup, question, puisqu'on en est au personnage, on est dans le contexte où on joue des personnages originaires de l'île, ou on est des aventuriers qui arrivons et pop, pop, on découvre un truc. Très bonne question. Vous êtes des aventuriers qui arrivez et qui découvraient quelque chose. Voilà, c'est vraiment, vous n'êtes pas, les gens ne sont pas originaires de l'île. Hein. Ils vont arriver sur cette île et vous savez, enfin, tu sais, c'est souvent quelque chose qui vient du roman noir en fait. L'étranger qui arrive quelque part, qui arrive dans un lieu qui est inconnu et qui va voir le dysfonctionnement de ce lieu. Parce que lui, les gens sont habitués au dysfonctionnement. Quand ça fait 3 générations que ça dysfonctionne, les gens sont habitués. Par contre, quand quelqu'un de nouveau arrive, il se dit mais pourquoi le maire, c'est toujours le même, pourquoi c'est la même famille qui tient le village, pourquoi. Et là, c'est un petit peu ce schéma-là, en vérité, sans en dévoiler plus, qui va se passer sur cette île. C'est-à-dire que les aventuriers vont arriver et risquent de mettre, on peut dire, les pieds dans le plat. Ok. Du coup, on va quand même un petit peu parler de ce lien polar, même si ce méchant freux m'a piqué toutes mes questions. Salaud, je me vengerai. Voilà, c'est un message à titre personnel. Et donc oui, Emeric est déjà passé sur Geekpoa pour ceux qui l'ont raté sur une bonne interview de 30 minutes où Freux justement balaye bien le terrain et puis qu'il est bien intéressant. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je dis on va pas juste répéter ce que tu as dit avec Freux, mais du coup pour ceux qui l'ont pas vu, allez jeter un petit coup d'œil. Enfin tu parles de l'assaut, pas, j'allais dire l'assaut, je sais même plus si c'est une assaut, mais tu parles, Oui. si, c'est ça, c'est une assaut. Tu parles de Fondu au Noir, puis du fait que en fait à la base vous êtes du milieu du polar. Exactement, avec Caroline de Benedetti, ma comparse, on a monté cet assaut il y a plus de 15 ans maintenant, 16 ou 17 ans, je ne me rappelle plus. Et effectivement, on part du milieu du polar. Bon, nous, on joue depuis longtemps, hein, mais au départ, cet assaut était vraiment dédié au polar. Puis, petit à petit, elle s'est ouverte à la science-fiction, la fantasy, le fantastique. Et puis, depuis le confinement, depuis l'Arbre-Cœur,
au jeu de rôle, puisque c'est quelque chose qu'on pratique au minimum 2 sessions par mois, voilà, au minimum, quoi. Avec parfois, quand on est en vacances, on joue beaucoup plus. Donc des vieux rôlistes. Question complètement toute bébête, mais avec les histoires de ChatGPT et compagnie, vous recevez pas vachement plus de manuscrits tout d'un coup de gens qui ont appris à écrire super vite ou ça vous touche pas? Non, absolument pas. On n'a pas ça ne nous touche pas. Nous, après, pour ce qui est manuscrit, etc., c'est pour Fusion, la collection qu'on dirige avec Caroline à la Talente. Non, on reçoit pas beaucoup de manuscrits, on n'est pas très très connu, et puis on travaille surtout avec des gens qu'on connaissait déjà avant. Et non, on n'a pas reçu de manuscrits avec ChatGPT, on ne reçoit pas plus de manuscrits, on en reçoit très très peu. Je pense que, enfin je sais pas, mais en illustration, moi je détecte quasiment tout de suite les illustrations, par exemple, la dernière IA à la mode, je ne sais plus comment elle s'appelle. Il y a Midjourney qui fait parler Voilà, d'elle. mid-journée, et je détecte enfin, je pense que c'est un peu tout le monde pareil, on détecte quand même très très vite une illustration de mid-journée. C'est pas, je trouve que c'est pas folichon pour l'instant, hein. Ah oui, non, mais c'est encore loin d'être parfait, hein, c'est... Et je ne sais pas si ça pourrait être parfait à un moment donné dans l'illustration, dans l'écriture, parce que on est quand même sur des choses qui sont très très industrielles et qui reprennent des choses qui existent déjà en les industrialisant un petit peu. Bon, faut voir comment. Mais Ah bah, nous, on travaille avec Rakam Leroux là, qui nous fait les illustrations. Voilà, je ne vois pas une intelligence artificielle arriver à ce genre ah de non, non, il n'y rendu. a pas ce rendu, hein. Je vois pas. Je pense que on est plus ou moins tranquille. Bon, après, voilà, il y a des gens qui se serviront de ces intelligences artificielles et qui feront des produits commerciaux avec, sans aucun doute, comme il y a eu, par exemple, en littérature, des trucs archi-industriels. Je pense, je sais pas, à des collections comme SAS qui sont très, très industrialisées, en vérité, en polar. Voilà, je sais pas. Mais non, on ne reçoit pas. Pas de manuscrit de ChatGPT pour l'instant. Ok, ok. Ouais, c'était la petite question comme ça qui me passait. Et puis du coup, oui, on se recentre un petit peu, parce que vu que j'ai écouté ton interview Geekpoa, une fois que vous aurez fini la quadrilogie, putain, je sais plus parler, hein. Une fois que vous les aurez publiés les quatre, il y a un projet de recueil avec bonus surprise. Oui, 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 oui. Alors ça, ce ne sera pas avant plusieurs années. Faut pas, voilà, on va se consacrer à d'autres projets après cette quadrilogie. On va faire d'autres choses. Mais une fois qu'on aura ces 4 saisons, on va sûrement retravailler un petit peu les scénarios, c'est-à-dire corriger les coquilles qu'il peut y avoir, des choses comme ça, etc. Et on sortira, si les 4 scénarios marchent, bien sûr, on sortira un recueil dans 2, 3 ans, peut-être, je ne sais pas quand exactement. Et si ce projet aboutit de recueil de scénarios, on fera sûrement une 5e saison. Voilà, pour avoir un petit bonus, quoi. Une 5e saison, alors, ou si on a une autre idée, une meilleure idée, on fera autre chose. Mais une 5e saison, ça me paraît pas mal, avec une histoire de magicien, quelque chose qui aurait dérapé sérieusement avec un magicien, qui aurait créé une 5e saison et qui va perturber l'ordre du monde, etc. Enfin, quelque chose d'assez sympathique. C'est cosmique. Voilà, ouais, je pense qu'on sera dans quelque chose d'assez grandiose. Après, Et quand faut tu voir dis d'autres projets... Oh, pardon, je t'ai coupé. Oui, non, non, après, c'est pas sûr que ça se fasse non plus, hein. On attend de voir comment va marcher l'île aux fleurs, on attend de voir comment va marcher les sables rouges par la suite. Nous, on travaille toujours par petites touches. Voilà. Donc, tant que ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on ne va pas. Enfin, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'extra. Mais Bah, pour de toute l'instant, ça façon, marche. là, il a marché, le Ah oui, financement. C'est bon, il est déjà validé, en fait, hein. le financement est validé, on est arrivé. Bon, on met toujours en vérité une somme qui est un peu plus basse que ce qu'il faudrait, mais bon, là, on est tranquille. Ça va. Oui, ça fonctionne, ça se fait. Donc, le tome 3, quoi qu'il en soit, il sort, c'est Ah bon, oui, c'est réglé. il sort. Les gens Et l'auront quand tu dis d'autres projets, c'est d'autres projets par rapport à votre cœur éditorial de bouquins, polars ou autres, ou c'est d'autres projets rôlistiques? C'est l'autre projet holistique, hein. Nous, on va développer de plus en plus, on va essayer tout au moins de développer de plus en plus ces projets holistiques. Il y a quelque chose qu'on fait depuis quelques temps, c'est qu'on fait on fait des parties avec des gens qui ne jouent pas, normalement. Là, on a commencé à faire ces parties d'initiation en quelque sorte avec des gens qui ne jouaient pas, mais qu'on connaît. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai pris plusieurs des camarades je pratique la savate boxe française. Dans le vestiaire, à un moment donné, on parlait de jeu. Il y en a un qui semble intéressé. Hop, je lui dis, bah, écoute, gars, voilà,
Nous, on joue week-end prochain, de telle heure à telle heure, est-ce que ça t'intéresse, etc. Donc, on a comme ça des gens qui viennent d'autres, enfin, qui viennent au jeu, qui ne connaissent pas de jeu de rôle. On a commencé ces parties-là. Ça marche très, très bien. C'est vraiment quelque chose, j'ai été complètement surpris par le fait que des gens qui n'avaient jamais joué s'approprient aussitôt les scénarios qu'on leur proposait. Il y en a un même qui a acheté un jeu de rôle et qui fait maître du jeu maintenant de temps en temps. Voilà. J'étais très surpris. Donc on se dit, ça c'est une partie qu'on va essayer de développer un petit peu plus avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Parce que là, pour l'instant, c'était des gens quand même que je connaissais, soit à la salle de boxe, soit des gens qu'on avait croisés pendant le boulot, etc. Et là, je pense qu'on va essayer de développer ça, donc des parties d'initiation. Et autre chose, on va essayer de préparer, j'espère qu'on va y arriver, un recueil de scénarios d'épouvante pour Halloween. Parce que j'adore l'épouvante et l'horreur en jeu de rôle, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et donc, on aimerait bien développer ça. Là, on ne va pas le faire avec avec les règles de la C'est 5e ce que édition. j'allais demander, ouais. Non, parce que c'est pas. Bon, il y a Ravenloft qui se prête, oui, d'accord, mais non, je pense qu'on ne le fera pas avec la 5e. Et puis, on veut avoir vraiment une très grande liberté de scénarios, c'est-à-dire on pourra faire des scénarios de science-fiction dans ce recueil, des scénarios médiévaux, Renaissance, contemporains, etc. Donc, on va essayer sûrement avec le système Fate. Il faut qu'on voit si en France, il y a assez de gens prêts à suivre le système Fate. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit très joué. Voilà, donc il faut qu'on ajuste. Enfin, même chose que pour Geek Power. Enfin, moi, j'aime bien Fate, je l'ai dans mes armoires, mais ouais, en France, il n'a pas eu le succès qu'il a eu ailleurs. Ouais. Parce que la 5e, l'air de rien, quand tu restes en dessous des niveaux de super pouvoir, toi, niveau 1, 2, il y a moyen de faire quelque chose, mais t'es coincé dans un monde médiéval. Enfin, tout est organisé faut Ah réécrire oui, le oui, jeu, clairement. pour faire autre chose. Ouais. Clairement. Alors ça, c'est un peu le problème qu'on va avoir pour notre recueil donc de horreur épouvante, c'est soit on le passe en Fate, soit moi j'aime beaucoup Gumshow aussi, Gumshow détective. Là, mais bon, c'est pareil, en France, il n'est pas, voilà, c'est un système qui n'est pas. Et après, il y a le Descent système que je trouve un petit peu plus lourd et très marqué Cthulhu en vérité, quoi. Très très marqué Cthulhu, que j'aime bien, hein, j'aime beaucoup l'appel de Cthulhu, RuneQuest aussi, mais ou alors on va créer notre propre système, mais là c'est plus la même chose, c'est-à-dire qu'il faut un recueil avec quelques règles. Et le problème quand on crée un système et qu'on doit expliquer en peu de pages, c'est qu'on s'adresse plutôt aux gens qui connaissent bien le jeu de rôle qu'aux gens qui débutent. Voilà, c'est un C'est petit pas peu des trucs d'initiation. Les prods d'Ino et de Kobayashi là-dessus sont assez percutantes, hein. absolument. En mini-système greffé à des histoires. Enfin, je Je le t'invite à y regarde. jeter des petits coups d'œil. Ouais, non, ils font. Enfin, toi, ils mettent vraiment l'histoire avant tout, mais ils ont des petits systèmes qui te collent. Enfin, voilà. Mais toi, sur Faut que je des. regarde. Il faut Ouais. qu'on réfléchisse à ça parce que c'est très important. Hein. Nous, là, les scénarios marchent. Le vent sur la frontière, l'arbre au cœur, euh, ils ont fonctionné. Hein. Le financement participatif a fonctionné, ont bien fonctionné. Mais c'est en partie, je pense, parce que c'était de la 5e édition. Même si en vérité, tu as lu l'arbre au cœur, le système il est très peu présent. C'est quelques degrés de difficulté par-ci par-là, quelques box stats. Hein, c'est pas très important. On n'est pas dans les scénarios porte monstre trésor avec de nombreux combats et de nombreuses épreuves non plus. Hein, des scénarios qui est d'un autre genre que ça. Bah, c'est clair enfin, que ça peut jouer sur d'autres trucs Medfan, parce qu'il n'est pas marqué 5e par le système, mais il n'est pas non plus marqué 5e par le background. Vous Non, absolument réutilisez pas. pas les tropes de DD5, vous permettez des fois de modifier aussi certaines approches de monstres. Bah, toi, voilà, Clairement. je pense aux moines dans l'arbre cœur. No Clairement. spoil. Et donc oui, Non, ça va. Ça ne spoil pas. du coup, vous appropriez le truc, et c'est vrai que c'est motorisé 5e, parce que bah, voilà, comme ça, il n'y a pas de règles à réexpliquer, enfin, c'est simple. Mais du coup, ouais, l'intérêt, c'est que vous êtes adaptable dans à peu près n'importe quelle aventure. Enfin, toi, par exemple, pour l'œil noir, parce que tu en parlais avec le Freux, on imagine facilement reprendre le cadre du scénar pour un œil noir ou toi, un autre système, quoi. Sans aucun problème, ça c'est clairement très rapidement adaptable à un autre système. Alors là, c'est parce qu'on n'est pas dans le vieux Donjons et Dragons, on va dire entre guillemets. Il y a sur le vent sur la frontière, j'ai quelques retours de partie de temps en temps, par exemple, et il faut faire attention dans les scénarios qu'on fait. Il faut pas quand il y a un combat, normalement à Donjons et Dragons, par exemple, le combat doit être équilibré, les joueurs doivent pouvoir gagner, etc. Dans les scénarios qu'on fait, la Rocker, par exemple, il y a une première rencontre. Si jamais on part au combat, c'est foutu.
il y a une deuxième rencontre avec un monstre qui est beaucoup trop fort. Il faut que les joueurs comprennent qu'il ne faut pas toujours aller et avec au combat. Et avec le vent sur la frontière, j'ai quelques retours de parties avec les gens qui meurent avant même d'arriver au Fort Belanzo, parce qu'il y a marqué qu'il peut y avoir des loups arctiques. Les loups arctiques, c'est extrêmement puissant, et les gens les attaquent. Non, il ne faut surtout pas. Il faut faire en sorte d'éviter le combat pour arriver au fort. Et donc, dès la première demi-heure, j'ai des retours de partout. Je me dis, ah bah, les personnages sont morts. Ah bah, ouais, ils sont morts parce qu'ils ont attaqué un truc trop Mais gros. ça, c'est vraiment un défaut qu'a induit la cinquième. Enfin, je me suis mis depuis pas longtemps aussi à faire du petit scénar pas cher à vendre. D'ailleurs, enfin, quand j'en avais parlé, l'arbre cœur, c'est mon modèle hein, sur le côté court, concis, qui donne le truc, qui est abordable financièrement. Enfin, ouais, d'ailleurs, c'est ça que j'avais dit au niveau de la vidéo. Tu as un module simple, piratable, abordable financièrement. Enfin, c'était vraiment mon modèle éditorial. Ouais. Sauf que bon, toi, pas à la même échelle. Hein. Moi, j'en ai vendu une quarantaine, quoi. Mais bon. Ah ouais, c'est bon, quoi. Déjà, 40, ça fait Ah un bah, beau puis chiffre. pour enfin, toi, pour une première fois, non, mais je t'avoue que ça fait plaisir. Enfin bon, hop, j'arrête de parler de mon nombril, tel l'égocentrique que je suis. Mais ah putain, toi, je bloque sur mon nombril, je sais même plus où je voulais en venir. Oui, si, voilà. Et les retours que j'ai aussi, enfin, toi, c'est du scénar où justement, c'est pas parce qu'il y a une rencontre que la solution c'est de taper. Et j'ai aussi un bon taux de mortalité dans les retours parce que les gens, c'est un scénario cinquième. Donc, quand on trompe un truc, on doit pouvoir le tuer. C'est vraiment le réflexe des gens. Oui, Même s'il oui. y a des gros panneaux, attention, le monstre parle et dialogue, et peut-être que ça serait bien de ne pas taper dessus et de parler avec. Il y a quand même une petite partie de joueurs qui sont habitués à la cinquième. Ben non, s'il y a une rencontre, donc ça devrait être équilibré, donc on devrait pouvoir le tuer. Quoi. Enfin, Ce qui, à mon avis, ce qui ferme des portes à de très nombreuses situations, à de très nombreux scénarios. Moi, j'aime bien quand le scénario, pas toujours, hein, mais j'aime bien souvent quand le scénario est plus grand que les joueurs, c'est-à-dire que ce qui se joue est, comme dans la Rocker, ce qui se joue est ouf, la fin, enfin, on ne va pas raconter le final de la Rocker, etc., mais c'est plus grand que, voilà, et eux, ils sont un rouage, ils peuvent avoir quelques leviers, etc., mais ce qui se passe, et ça, avec l'île aux fleurs, la surprise risque d'être aussi assez terrible. Mais mais j'en ne spoil pas. Bah, d'ailleurs, mais non plus, je spoilerai pas. Enfin, toi, on pointe que c'est un défaut cinquième, mais je me demande si c'est pas même un défaut qu'on a piqué aux jeux vidéo. Toi, ce côté, il y a une rencontre et puis on doit pouvoir battre le challenge. Il y a un challenge, donc on doit pouvoir le tuer. C'est sans aucun doute quelque chose qui vient du jeu vidéo, je pense. Alors moi, je ne suis pas joueur du tout de jeux vidéo. C'est un univers que je ne connais pas du tout. Et quand je joue, parfois, avec certains joueurs, il y a des joueurs qui me parlent de boss de fin de niveau, de boss de fin. Euh, je ne construis pas forcément mes scénarios avec un boss de fin. C'est-à-dire, on ne passe pas des étapes où on a un objet, on gagne de l'expérience, etc., pour pouvoir affronter. Le scénario n'est pas forcément construit comme ça. La Rocker est clairement pas construit comme ça. Euh, L'île aux fleurs, pareil, il n'y a pas de boss de fin, il n'y a pas de. Voilà, il y a parfois des scénarios avec des boss de fin, mais il n'y a pas de. Je ne construis pas comme un jeu vidéo, ça c'est clair. Et je pense que tu as entièrement raison. Il y a quelque chose, le jeu vidéo a puisé énormément dans le jeu de rôle, et le jeu de rôle, au bout d'un moment, a ramené un petit peu du jeu vidéo dans la façon de jouer. Bon, cette façon vidéoludique là, de jouer était déjà présente, je pense, dans Dungeons Dragons au tout début, les toutes premières boîtes, il y avait déjà ça qui était présent avec cette histoire qui vient du Wargame. Mais non, on n'a pas de. Moi, je ne construis pas un scénario par étape et par boss de fin. Après, il peut y Ouais, en c'est avoir. pas Hein. découvrons l'intrigue, qui est le méchant, allons tuer le méchant. Voilà, ouais, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Et puis c'est pas un combat te permet de gagner l'expérience pour aller au combat d'après qui te permet. Non, quand on a joué Descente, Descente en Averne par exemple, qui est une des rares campagnes de Donjons Dragons officielles qu'on a joué avec la table qu'on a. Moi, j'ai retiré la moitié des combats, j'ai retiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai rendu chaque si combat il doit être toujours évitable d'une manière ou d'une autre par une négociation, par la fuite la plupart du temps. Ça doit toujours être évitable. De temps en temps, on y va parce qu'on a envie, parce qu'on sent que c'est possible, etc. Mais je remodèle pour aller sur un autre schéma que le schéma de jeu vidéo par étape. Après, ça, c'est des façons de jouer. C'est pour ça que les gens qui avait eu, pour le vent sur la frontière, il y avait une critique du Fix qui disait, et il avait raison, c'est pas un scénario clé en main. Il va falloir que le maître du jeu, la maîtresse du jeu, s'approprie l'histoire, la comprenne ce que font les lieux, comprenne la morale des personnages, et ensuite fasse jouer le scénario. On n'est pas sûr, vous entrez dans une pièce, il y a un monstre, il y a tel trésor,
la pièce fait 2 mètres sur 15, clac, clac, clac. C'est pas ce genre de scénario. Et avant que je reparte dans tous les sens, machin, pour en finir quand même avec vos prods, bah, du coup, moi, j'ai que l'Heartbreaker en référence, là, au moment de l'interview. Et donc, du coup, est-ce qu'on est aussi encore, enfin, 1, 2, 3, est-ce qu'on est encore sur le schéma du truc qui est jouable en une grosse séance? Alors, on est plus sur un scénario, à mon sens, qui est jouable en 12 heures. Ce qui nécessite, je pense, nous, il nous arrive parfois de faire une partie de 12 heures. Ça peut nous arriver avec des pauses, mais il peut nous arriver de jouer une journée entière, c'est-à-dire de commencer après midi et puis de finir à 2-3 heures du matin. Voilà, ça nous arrive avec une petite pause au milieu. Et il est jouable en 12 heures, je pense. Il est jouable en 8 heures si on dynamise énormément. Mais alors là, il faut vraiment être aguerri, je pense, pour arriver à jouer en 8 heures. C'est-à-dire que souvent, le boulot du maître du jeu, en vérité, on n'y pense pas toujours, mais c'est la gestion du temps. Il faut arriver à gérer le temps, terminer une scène quand il faut, activer une scène, dynamiser quelque chose, etc. Il est jouable, bon, voilà, moi je dirais en 12 heures, il faut 12 heures et 24 heures au maximum, je pense. Après, vous allez un petit peu trop tirer sur l'île, un petit peu trop tirer les fils et ça risque de devenir un peu long. Mais voilà, je dirais allez, 10 heures, 18 heures. Donc, il faut prévoir quand même, je pense, 2 sessions, 3 sessions si vous jouez par session de 4 heures, par exemple. Okay. Voilà. Il est plus long que l'Arbre-Cœur. Oui, puis d'ailleurs, je me faisais je me reprochais tout l'Arbre-Cœur, c'est pareil, il y a des moments où c'est possible d'allonger, quoi. Clairement. Ouais. Nous, on l'a joué très, très rapidement, l'Arbre-Cœur. La première fois qu'on l'a joué, l'Arbre-Cœur, on a dû jouer en 6 heures ou 7 heures, je ne sais plus. Alors, on a joué 6 heures, peut-être. On a joué rapidement. Mais il y a des gens qui le jouent beaucoup plus long. On peut rallonger, c'est des scénarios où voilà, il peut y avoir des interactions plus longues, de la fouille plus longue. Le vent sur la frontière, c'est quasiment un bac à sable, là, qui peut durer très, 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 très longtemps. Il y a des gens qui font plusieurs sessions parce qu'ils jouent plusieurs heures dans la ville. Il y a une ville qui s'appelle Pique en Glace et les gens jouent dans la ville pour planter l'ambiance, etc., avant de partir dans le cœur du scénario. Là, on est sur un truc plus gros. Mais le L'île aux fleurs, 12 heures, je pense, c'est un bon timing pour le jouer. C'est un one-shot, j'aime bien les... Oui, bah, de toute façon, il est. Ouais, c'est des. À chaque fois, vous publiez du one-shot, quoi. Oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire, voilà, effectivement, Le vent sur la frontière, c'est un one-shot qui dure plusieurs sessions. Mais oui, on n'est pas sur des campagnes pour l'instant. J'adore les campagnes. J'aime beaucoup les campagnes. Mais la façon dont on joue en campagne est difficile pour nous à retranscrire en scénario. On a joué une campagne qui s'appelle La Geste d'Azur Donard sur 2 ans et demi de campagne en jouant régulièrement 150 heures de jeu, peut-être un petit peu plus. J'hésite à la passer en campagne à distribuer, enfin, je veux dire, parce que c'est une campagne qui s'est énormément faite sur ce que faisaient les joueurs, là où ils allaient, qu'est-ce qu'ils enclenchaient, quel levier ils tiraient. Et en fait, c'est un immense bac à sable et l'histoire s'est construite petit à petit. Elle peut partir en direction absolument incroyable et elle s'est construite petit à petit et c'est dur à mettre. Il va falloir un énorme bouquin de bac à sable avec un nombre de lieux et de. Donc, je ne sais pas si on fera un jour des campagnes à cause de la façon dont on les joue et dont on les écrit. Ah non. On allait arriver dans un autre sujet, mais c'est clair que sortir une campagne, c'est pas la même chose que sortir un gros scénar. Ouais. Et Mais puis, on en il faut reparlera que, si vous arrivez à la sortir. voilà, et je pense, après, moi, pour l'instant, je me concentre vraiment sur le scénario one-shot. Puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que ce soit joué. Voilà, je n'ai rien contre les gens qui collectionnent. J'ai plein de jeux de rôle auxquels je n'ai jamais joué, que je collectionne. Mais j'aime bien me dire que ce qu'on va faire, les gens vont s'en emparer et vont le jouer. Et vont pas seulement le faire, ah, super, le ranger et que ça ne vive pas. Après, ça, c'est juste un truc personnel par rapport à la production. Comme je vous dis, je me tourne là parce que j'ai l'étagère. Je joue à The Strange, par exemple, que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps. On n'a jamais joué à The Strange encore. Voilà. Moi aussi, j'achète des trucs que je ne joue pas. Oui, non, mais c'est pas. On cherche pas à balancer des pierres dans la tronche des collectionneurs, mais oui, c'est pas la même. C'est C'est pas pas la la même. même approche. De toute façon, je pense que quand tu écris du one shot puis que tu le rends financièrement abordable, c'est pour qu'il soit joué, quoi. Voilà, c'est ça. C'était notre cible, si on peut parler comme ça, en termes commerciaux, de cible, tout ça, etc. C'est ça. C'est-à-dire de s'adresser à des gens qui vont jouer. Voilà. Après,
Ça peut se collectionner aussi, hein, mais c'est vraiment la base, elle est faite pour, hop, c'est fait pour, on achète le bouquin, l'arbre-cœur, s'il fait 24 pages, 28 pages, je ne sais plus, on le lit, on le bosse un petit peu, bing, on joue. Et puis on Non, essaie mais que ce soit beau. tu prêches un converti. Hein, enfin voilà, j'ai publié Moraxenia dans la même optique et pour. D'ailleurs, enfin, c'est intéressant de lire les retours des gens qui t'ont joué, qui ont découvert des trucs que tu n'avais pas pensé, qui, enfin voilà, c'est un petit plaisir. Ah, c'est pur plaisir. Euh, je t'avais dit, ouais, on se fait un truc court pour pas répéter le freux. Putain, ouais, je vais monter à une demi-heure parce que je sais pas être synthétique. Dernière question que je t'avais prévenu, ouais, derrière toi, là, le tableau. Tu Oui, sais, la jolie bouquetine. oui, 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 oui. Alors ça, c'est j'aime j'aime beaucoup les musées. J'aime beaucoup les œuvres d'art, etc. Dans une vie antérieure, j'ai été à un moment donné, quelques années, médiateur culturel. Donc bon, voilà. Ça, c'est une reproduction d'un tableau de Jean-Léon Gérôme qu'on peut admirer au musée de Nantes. Alors moi j'ai une carte, hein, pour rentrer dans les musées, voilà, gratuitement à Nantes. Ça coûte 15 balles, je crois, pour l'année, 15 € à l'année, tu rentres dans tous les musées de Nantes. Donc régulièrement, je vais au musée de Nantes et je me promène parmi les tableaux. D'ailleurs, l'île aux fleurs doit en partie sa gestation à un tableau qui est aussi au musée de Nantes. Alors ça, se sera expliqué un petit peu, il y aura une petite phrase pour le dire dans le scénario. Il y a un tableau qui a déclenché une partie du scénario. J'ai deux déclencheurs comme ça quand j'écris. Le principal, ça reste la musique. Pour l'île aux fleurs, je peux le dire, hein, c'est deux morceaux. C'est un morceau d'Europe. Europe, le groupe qui avait fait Final Countdown, c'est un morceau d'Europe qui s'appelle War of the Hearth, et un morceau de Morbid Angel qui s'appelle Where the Slim Live. Voilà, c'est deux morceaux de musique et ce tableau qui sont les principales sources qui vont faire que le scénario va éclore. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai plusieurs tableaux là dans la pièce où je suis. Alors c'est la reproduction, c'est pas. T'es pas allé découper les tableaux. Non, 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 ce serait. Non, non. Et puis, j'ai pas, les financements participatifs ne rapportent pas encore assez d'argent Enfin, je dis ça en même temps, donc j'ai quelques originaux d'amis à moi, effectivement. Non, je les vois là. J'ai quand même quelques. Mais ça, c'est des amis, c'est pas coté, c'est pas. Là, le Jean-Léon Gérôme doit valoir son pesant d'or en réalité. Il est superbe. Si vous passez par Nantes, il faut absolument aller voir cette femme Bouc qui est Bélier ou Bouc, je ne sais pas. Bélier, je pense plutôt. Femme Bélier qui est assez extraordinaire. La petite cornue. Mais en tout cas, elle est. Voilà, c'est joli. Moi, j'avoue que ça attire le regard. Bah, c'est un peu. Et puis il y a un côté, j'y avais jamais pensé, je viens juste d'y penser là, il y a un côté Tiflin de Donjons et Dragons, je viens juste de tilter, j'y avais jamais. Ce sera sûrement un PNJ dans un scénario, un de ces quatre, je pense. Elle fera éclore une idée. Pour l'instant, j'ai pas eu d'idée avec ce tableau-là, mais elle fera peut-être éclore une idée à un moment donné. On aura peut-être une histoire avec cette femme de Jean-Léon Gérôme. Eh ben, merci Jean-Léon Jérôme. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, le mot de la fin, que vous dire? Que vous dire? Bah, bon jeu, moi j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire bon jeu, j'ai envie de vous dire jouer, quoi. Jouer parce que. Non, ce que je veux dire va pas être joyeux. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec des gens qui parlaient beaucoup de jeux de rôle, beaucoup, 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 mais qui disaient j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. J'ai envie de dire top, pop, 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 pop. Tu rigoles, on a le temps, on a toujours le temps, on a toujours les gens qu'on peut rencontrer. Il faut juste se le donner, quoi. C'est tout, se le donner. C'est un plaisir qui est tellement, tellement, tellement puissant. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Olivier, qui est un vieux copain de 1987, notre première partie de Noir. On en parlait, on a des souvenirs ensemble avec ces vieux copains. On se raconte parfois, ce sont des souvenirs qui sont aussi forts que des souvenirs de la vie de marquants. Voilà. Euh, je ne sais pas, on a parfois des moments marquants avec une virée en bagnole avec des copains à la plage, des copines, des copains, on s'en rappelle, c'est un souvenir. Eh ben, on a aussi, avec ces copains-là, des souvenirs marquants d'une virée, je ne sais pas, à pas d'hiver, alors que lui était un nain, voilà, etc., que moi j'étais un gobelin, non pas un gobelin, que moi j'étais, pourquoi je me suis traité de gobelin, que moi j'étais un brigand, un voleur, ça, voilà, c'est des choses qui créent, je pense qu'il faut se donner le temps de jouer, ça me paraît important. Voilà. Après, j'ai rien contre les gens qui ne jouent pas et qui ne font qu'en parler. Je sais pas, chacun son truc. Mais parfois, je sens que c'est un petit peu de regret. Là, on était sur un salon à Caen et
à Caen, à Bloody-Fleury. Jérôme, si tu nous regardes, je sentais un petit peu de regret quand tu me disais que tu n'avais plus le temps de jouer. Il faut prendre le temps. Voilà. Prenez le temps de jouer. Travaillez moins pour jouer plus. Ouais, c'est un beau mot de la fin, je te coupe là-dessus. Travaillez moins, jouez plus, pas mal. Et,